Bonjour à tous, bienvenue dans votre épargne mérite toujours plus. Je me présente, Nicolas Bazinet, je suis le directeur du développement du pôle épargne chez Bourse Direct. Nous accompagnons les clients sur une stratégie de placement, d'épargne et d'optimisation fiscale. Nous allons aborder aujourd'hui l'investissement dans le non-coté afin de réduire votre imposition. Pour cela, nous sommes ravis de recevoir Louis Desforges, responsable de la clientèle professionnelle chez Isatis. Bonjour Louis. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Bonjour. Donc, premièrement, tout d'abord, je voulais vous faire un rappel sur Bourse Direct. Bourse Direct est agréé par la CPR et supervisé par l'AMF. Bourse Direct est prestataire de services en investissement. Nous faisons de la réception-transmission d'ordre pour nos clients et l'exécution pour compte de tiers. Nous sommes conservateurs, dépositaires et teneurs de compte pour les comptes titres de nos clients, compte titres ordinaires, PEA, PEA, PME et PEA jeunes aussi. Bourse Direct est COA, courtier en opérations d'assurance, immatriculé à l'ORIAS. Cela nous permet de vous proposer des contrats d'assurance vie et des plans d'épargne retraite, ainsi que les deux contrats d'assurance vie dédiés, Bourse Direct Horizon chez Generali et Bourse Direct Vie chez Apicil. Bourse Direct est aussi conseil en investissement, ce qui nous permet de proposer d'autres produits et de vous accompagner dans le conseil, comme aujourd'hui avec Isatis. Deuxièmement, nous allons aborder des points généraux et chaque investisseur doit tenir compte de sa situation personnelle et ne doit pas avoir ne pas avoir ni la performance passée ni la défiscalisation comme comme unique motivation de souscription. Désolé. Il faut toujours bien comprendre les produits. Troisièmement, bien entendu, au-delà des avantages, définitions et risques dont nous allons vous parler ici, il faut bien comprendre que ce webinaire a un caractère professionnel. Vous présentez des produits pour que vous souscriviez chez nous. Il faut toujours se référer au statut, au prospectus, au DIC avant de prendre une décision finale d'investissement. Comme toujours, bien tenir compte que les performances passées ne préjugent en rien des performances à venir. Et pour finir, nous allons vous faire une présentation de notre mieux pour vous présenter un contenu clair, exact et non trompeur. Pendant toute la durée du webinaire, je vous invite à nous poser vos questions sur le produit, la classe d'actifs, sur tous ces éléments. Et j'essaierai d'interrompre Louis en étant à propos par rapport au défi du webinaire pour poser les questions si je ne s'y réponds pas naturellement aux questions. Donc soyez dynamique en bas à droite, vous avez un petit logo questions pour nous poser les questions. Donc Louis, rentrons dans le cœur du sujet. Qui est Isatis? Oui, merci. Effectivement, l'idée de la thématique aujourd'hui, ce que je souhaitais vous proposer, c'est de parler de private equity parce qu'Isatis Capital, on est une société de gestion spécialisée en private equity. Je vais revenir un peu plus en détail quelle est notre stratégie dans le private equity parce que ça inclut beaucoup de choses. Et je souhaitais vous parler en cette fin d'année de la thématique de la réduction d'impôts avec deux produits qu'on a chez Isatis Capital qui permettent directement ou indirectement de réduire votre imposition. Donc, je vais passer un petit peu de temps sur qui on est chez Isatis Capital, quel est notre processus d'investissement. Je vais faire une petite partie pédagogique que je vous propose sur quelles sont les différentes typologies de fonds en capital investissement, donc en private equity, quel est leur fonctionnement, les fonctionnements des fonds fermés versus les fonds ouverts, et ensuite une présentation produit avec un FCPI qui permet de réduire l'impôt à l'entrée et de bénéficier d'une exonération des plus-values à la sortie, et également un FCPR qu'on peut loger dans le cadre d'un plan d'épargne retraite pour ainsi baisser son assiette fiscale. Et je finirai par trois exemples qui sont assez emblématiques des PME qu'on accompagne chez Isatis Capital sur nos trois grandes thématiques d'investissement. Alors Isatis Capital, c'est un acteur historique du financement des PME françaises non cotées. L'équipe, elle s'est créée en 2002 au sein de la BNP Paribas et elle a pris son indépendance en 2013, donc ça fait maintenant 10 ans qu'on est société de gestion complètement indépendante. Donc on n'a plus aucun lien capitalistique avec la BNP Paribas depuis notre indépendance en 2013. Donc c'est une société de gestion qui est détenue à 100% par ses salariés associés. On est une équipe de 18 professionnels, dont 11 sont exclusivement dédiés à l'investissement. Donc on est vraiment une société de gestion focus investissement. On a réalisé plus de 125 opérations d'investissement au capital de PME françaises non cotées.
et levé plus de 800 millions d'euros, soit auprès d'investisseurs institutionnels, soit auprès de gestion privée et d'acteurs Internet comme Bourse Direct. Nos encours aujourd'hui sont autour des 500 millions, donc on a déjà rendu à nos investisseurs plus de 300 millions d'euros. Alors, on parle beaucoup de private equity donc, ces derniers mois, dernières années, donc je vous propose de reprendre un petit peu de hauteur sur le private equity. En fait, le non-coté au sens très très large, ça inclut plusieurs choses. Ça inclut l'immobilier non coté, ça inclut la dette privée, ça inclut l'infrastructure et enfin, cela inclut le capital investissement. Et le capital investissement, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, c'est l'investissement au capital de sociétés qui ne sont pas cotées en bourse. Et au sein du capital investissement, il y a 4 grandes stratégies d'investissement selon le degré de maturité de l'entreprise. Ça commence avec l'amorçage des startups, donc c'est vraiment le lancement, le tout premier lancement du produit ou du service d'une startup. Donc ça, c'est une approche très spéculative avec beaucoup de risques. Ensuite, il y a le capital risque, c'est lorsque la société a déjà ses premiers produits, ses premiers services, peut-être ses premiers clients. Elle génère du chiffre d'affaires, mais pas encore de la rentabilité. Donc, on est ici sur des phases de capital risque. Et là où Isatis Capital va intervenir, c'est dans les 2 dernières phases où on est sur des sociétés qui sont déjà établies, qui ont déjà de la rentabilité depuis plusieurs années. Donc, on intervient dans ce qu'on appelle le capital développement. Donc, en augmentation de capital, on apporte des fonds propres ou des quasi-fonds propres pour participer au financement de la croissance organique ou externe. La croissance externe, c'est le rachat d'autres sociétés. Et on fait également des opérations de transmission avec ou sans effet de levier. Et quand on met de l'effet de levier dans nos opérations de rachat, on met assez peu de dettes, puisque en moyenne, pour vous donner un ordre de grandeur, sur les fonds traditionnels de LBO européens, ils vont mettre 3-4 fois les bénéfices en endettement. Chez Isatis Capital, à l'entrée, on met en moyenne 1,7 fois les bénéfices en endettement lorsqu'on fait des opérations de capital transmission. Donc, on est assez peu inquiet sur les sujets de remontée des taux parce qu'on est plutôt un acteur du développement et on vient générer notre création de valeur au travers de la croissance organique ou externe, principalement. Donc, on intervient, comme je le disais, au capital de sociétés françaises exclusivement. On est spécialisé sur les PME françaises, plus particulièrement. Les PME, c'est des entreprises qui font moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires ou moins de 250 salariés. Et notre vocation, c'est d'accompagner ces PME pour les transformer en entreprises de taille intermédiaire. Donc, on va accompagner des entreprises qui ont une valeur entre 20 et 100 millions d'euros et on va les amener au-delà, on va les transformer en entreprises de taille intermédiaire. Là, je parle d'entreprises de valeur d'entreprise, mais en chiffre d'affaires, grosso modo, c'est des entreprises qui font 15, 20, 25 millions d'euros et on va les amener à 60, 70, 80 millions d'euros de chiffre d'affaires. Des sociétés, comme je disais, qui sont toujours rentables, qui sont en croissance. Et un point particulier sur le positionnement d'Isatis Capital, et ça c'est historique, c'est qu'on s'adresse quasiment exclusivement à des sociétés qui sont positionnées en B2B, business to business, c'est-à-dire à une clientèle d'autres entreprises. C'est d'après nous plus résilient et un petit peu moins sujet au cycle court terme du B2C, la consommation directe des ménages. On intervient en minoritaire ou en majoritaire au travers d'opérations qu'on appelle primaires, c'est-à-dire que la plupart du temps, on est le tout premier fonds d'investissement qui rentre au capital de l'entreprise. Et donc, c'est pour cela d'ailleurs qu'on est la plupart du temps en minoritaire. Quoi qu'il en soit, en minoritaire ou majoritaire, quand on rentre au capital de l'entreprise, on prend systématiquement une place au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de l'entreprise. Alors, on a 3 grandes thématiques d'investissement qu'on considère être comme résilientes et encore porteuses d'avenir sur plusieurs décennies. La première, c'est tout ce qui est lié à la transformation digitale. Donc la transformation digitale, on a souvent l'impression en façade qu'on est très digitalisé, hein. Mais quand on vient creuser dans les organisations, que ce soit les grandes organisations ou les plus petites entreprises, il y a encore beaucoup de papier et encore beaucoup de travail de digitalisation. Donc je vous donnerai un exemple par la suite. Il y a des sociétés on a accompagné des sociétés dans le logiciel, dans les infrastructures, dans l'infogérance, la cybersécurité. On peut également regarder des dossiers plutôt dans la partie humaine avec la gestion des compétences ou le conseil en transformation digitale.
Ensuite, la seconde grande thématique, c'est la santé au sens très large. Donc, on parle de nouveaux paradigmes de la santé parce qu'on est passé par le passé d'une santé plutôt curative à aujourd'hui une santé qui est beaucoup plus dans la prévention, le bien-être, la nutrition, les services à la personne. Donc, c'est vraiment la santé au sens large. Quand on fait de la santé pure, on fait plutôt de l'équipement médical ou paramédical. Quoi qu'il en soit, on ne va pas faire de biotechnologie puisque c'est plutôt de l'amorçage de sociétés qui ne sont pas encore rentables. Donc, on n'est pas du tout là-dessus. On n'est pas non plus dans les médicaments. Et enfin, le dernier secteur ou thématique au sens un peu plus large, c'est tout ce qui est lié aux services et aux technologies de pointe. Donc là, c'est des entreprises qui sont liées aux besoins d'innovation qu'on a en France pour participer à notre indépendance technologique. Donc ça peut être des sociétés dans l'ingénierie, ça peut être des sociétés dans des industries de pointe à haute valeur ajoutée, ou ça peut être des sociétés toujours la partie conseil humaine avec des conseils de très haut niveau, des conseils en stratégie, par exemple. Quand on est investisseur en capital, en private equity, on est vraiment dans l'accompagnement. Alors, c'est plus ou moins vrai selon les sociétés de gestion et leur stratégie, leur philosophie en tout cas. Chez Isatis Capital, on a vraiment vocation à accompagner les entreprises et leurs entrepreneurs. Très souvent, on accompagne des PME dont les dirigeants sont vraiment les fondateurs. Donc la PME, c'est leur bébé. Donc, on est là pour les aider à franchir une étape dans le développement de leur PME avant potentiellement faire une cession à un industriel avant un départ à la retraite, par exemple. Donc, on va accompagner ces sociétés-là sur 4 grandes thématiques. Ça peut être sur les équipes, sur le pilotage, les opérations ou la stratégie. Je vous donne quelques exemples de ce qu'on fait. Très souvent, une PME va avoir un responsable financier qui va arrêter les comptes. Nous, on a besoin de venir se projeter et d'avoir des projections de business plan, de chiffre d'affaires. Donc, on va participer au recrutement d'un directeur financier. On va aider à la mise en place d'outils de reporting, à la digitaliser les systèmes, à mettre en place des KPI pour suivre la performance financière de l'entreprise dans le temps et l'améliorer. On va agir un petit peu comme un cabinet de conseil externalisé pour le compte de nos participations. Et on va les aider notamment sur un point. On a une vraie expertise chez Isatis Capital. C'est sur la partie croissance externe. On a réalisé plus de 100 opérations de croissance externe ces 10 dernières années pour le compte de nos participations. Donc, on aime bien identifier des PME qui sont sur des marchés plutôt éclatés et pour lesquels va y avoir de la consolidation à faire. Voilà, j'ai passé un petit peu de temps sur qui on est et sur notre philosophie d'investissement parce qu'elle est unique pour tous nos fonds d'investissement. Donc là, ce que je vous propose maintenant, c'est de parler plutôt, à nouveau, un petit peu de pédagogie sur les différentes typologies de fonds en private equity. Alors, c'est pas exhaustif, il y en a d'autres, mais c'est vraiment les principaux que vous allez rencontrer en capital investissement. On a 2 grandes typologies de fonds. On a d'un côté des fonds qui sont agréés par l'AMF, par l'autorité des marchés financiers, pour les souscripteurs non professionnels. Il y a plus de protection pour vous. Et on a de l'autre côté des fonds qui ne sont pas agréés par l'AMF et qui ont moins de protection et qui sont ouverts uniquement à des investisseurs soit professionnels, donc comme des institutionnels, soit des clients avertis, avec des tickets d'entrée supérieurs à 100 000 euros et des fonds qui fonctionnent souvent par appel de tranche. Mais si je reviens sur les fonds agréés, je vais vous parler tout à l'heure des FCPI. Hein. Nous, c'est une gamme qu'on continue à faire d'année en année. On lance 1 millésime par an et on fait ça depuis 20 ans maintenant. Donc là, les FCPI, c'est des fonds qui permettent d'avoir une réduction d'impôt à l'entrée et une exonération des plus-values à la sortie. Comme les FIP, qui sont eux des fonds d'investissement de proximité, qui ont d'autres contraintes de gestion. C'est des contraintes fortes. Il y a un avantage fiscal que donne l'État en contrepartie de contraintes fortes pour vraiment flécher l'épargne dans les entreprises françaises, qu'elles soient innovantes ou de proximité. Ensuite, il y a les FCPI ou les FIP sont une catégorie de FCPR. Les FCPR, c'est les fonds communs de placement à risque. On a aussi les FCPR, ce qu'on appelle juste fiscaux,
Les FCPR fiscaux, c'est des FCPR qui n'ont pas la réduction d'impôt à l'entrée comme les FCPI ou les FIP, mais qui ont cependant une exonération des plus-values à la sortie, sous réserve d'avoir conservé les parts pendant plus de 5 ans. Donc les fonds ne peuvent pas procéder à des distributions avant la fin de la 5e année. Et à partir de la 6e année, s'il fait des distributions aux investisseurs, les plus-values vont être exonérées, vont être exonérées. J'ai une question sur les contraintes. Tu as parlé de contraintes sur les FIP et les FCPI. Ouais. Notamment, c'est les contraintes de gestion où il y a 70% minimum d'investissement dans les PME dites un peu innovantes. Ouais. 70%. En fait, ça a même changé il y a quelques années par le passé. Effectivement, il fallait un minimum de 70% d'investissement dans des sociétés éligibles, innovantes, pour avoir jusqu'à 25% ou 18% de réduction d'impôt. Aujourd'hui, je le présenterai dans une slide un peu plus loin. En fait, pour obtenir la réduction fiscale maximum des 25%, si je parle sur les FCPI, il faut être investi à hauteur de 100% dans des entreprises éligibles. Et donc, les contraintes, je vous en cite quelques-unes. Elles doivent obtenir, ces sociétés, le label innovant décerné par la BPI France, donc justifié de besoins en financement et de dépenses en R&D importantes. Elles doivent avoir moins de 10 ans. Et si les sociétés ont plus de 10 ans, ce qui est souvent le cas dans les sociétés qu'on accompagne chez Isatis Capital, puisqu'on accompagne des PME souvent bien établies, déjà rentables, il y a une exception qui est un peu compliquée, qui est de dire que si la société a plus de 10 ans, mais que son besoin en financement est supérieur à 50% de la moyenne du chiffre d'affaires des 5 dernières années, alors ça marche. C'est un peu tordu, mais c'est comme ça qu'on arrive, même au travers des FCPI chez Isatis, à accompagner des entreprises déjà matures et déjà rentables. C'est vrai qu'on pense souvent FCPI, on pense financement de l'innovation et de la start-up. Or, l'innovation, c'est à tout stade de vie d'une entreprise et c'est pas uniquement dans le produit, ça peut être dans le service, ça peut être dans son organisation, etc. Alors il y a d'autres contraintes en plus, il y a plein d'autres contraintes. Après, il y a des contraintes de quota d'investissement, c'est-à-dire que on doit, par exemple, atteindre 50% de notre quota d'investissement dans ces entreprises éligibles sous 18 mois. Donc, il y a une forte contrainte. Donc, peu importe les conditions de marché, faut savoir que c'est un produit qui aura une obligation réglementaire à investir dans le temps. Il y a des jalons, je parlais du premier à 18 mois, on doit être investi à 50%. Il y a d'autres jalons qui vont jusqu'à 44 mois. On doit être investi au plus tard 44 mois pour le dernier jalon, peu importe les conditions de marché. Donc, s'il devait y avoir demain effectivement une récession ou des conditions plus compliquées, on sera quand même obligé d'investir dans des entreprises éligibles. Alors, c'est pour ça que j'aime bien mettre comme on le fait aujourd'hui avec Isatis, c'est-à-dire de présenter un FIP-FCP, un FCPI ici dans ce cas-là, pour effectivement répondre à un besoin qui est l'optimisation fiscale. Mais on va aussi parler d'un FCPR que Isatis distribue, qui n'a pas de contraintes de gestion. Et on va voir les performances passées, même si ça préjuge en rien des performances futures, mais de voir la différence de performance. Parce que quand vous rentrez des contraintes, c'est aussi un petit peu contre-performant à mon sens, et dans les chiffres, ça le dit aussi, mais quand vous partez sur de l'investissement de type private equity dans une allocation d'actifs à long terme, eh bien de prendre en compte de faire un peu de réduction d'impôts, mais aussi de l'orienter autrement sur des fonds non fiscaux, mais avec des avantages fiscaux à la sortie sur l'exonération des plus-values, qui est intéressant pour vraiment investir dans des fonds où il n'y a pas de contraintes de gestion et qui doivent délivrer plus de performances et toujours en direction de chefs d'entreprise français. Exactement. Ouais, tu as tout à fait raison. C'est le cas là, quand on va sur un FCPR qui soit fiscal ou non fiscal, mais qui n'a pas de réduction d'impôt, donc il va avoir moins de contraintes effectivement de gestion. C'est des fonds qui ont vocation à venir diversifier votre épargne et qui sont source de potentiels rendements supérieurs. Donc c'est en contrepartie d'un blocage des fonds très souvent, mais cette illiquidité se traduit par une source potentielle de performance. Après, le FCPR fiscal, le FCPR non fiscal, j'en parlerai tout à l'heure avec notre FCPR Isatis Capital Vie et Retraite. Typiquement, nous, c'est un FCPR juridiquement qui est non fiscal, mais qui vient épouser
la fiscalité de son enveloppe. Donc typiquement, ce fonds-là, si on y souscrit en unité de compte dans le cadre du plan d'épargne retraite, on peut bénéficier quand même de l'abattement sur la base imposable avec son investissement dans un plan d'épargne retraite et derrière accéder à une classe d'actifs telle que le private equity. Ça, c'est possible également, d'avoir un FCPR non fiscal qui épouse la fiscalité d'une enveloppe assurantielle. Et enfin, je voulais aussi vous parler des différentes, parce qu'il y a beaucoup de fonds qui commencent à faire appel à l'épargne des Français, l'épargne publique. Il y a différentes typologies de fonds. Il y a des fonds qui sont ce qu'on appelle primaires. Donc nous, typiquement chez Isatis Capital, on fait des fonds primaires dans le non-coté, c'est-à-dire qu'on investit nous en direct au capital des entreprises. Après, il y a des fonds qui sont des fonds secondaires, donc qui eux n'investissent pas directement au capital. Ils vont racheter par exemple des portefeuilles déjà existants de private equity. Donc c'est un petit peu le marché de l'occasion du private equity, qui est une classe d'actifs illiquides par nature, et on commence à avoir de la liquidité sur ces marchés-là grâce à une classe d'actifs du secondaire qui se démocratise de plus en plus. Et après, il y a une dernière typologie, c'est les fonds de fonds. Donc c'est des fonds d'investissement en private equity qui vont pas investir en direct au capital des sociétés, mais qui vont investir dans d'autres fonds. Donc ça vous permet, avec un investissement dans un fonds de fonds, de diversifier davantage votre investissement. Puis après, on a des fonds, je vais vous présenter la mécanique des fonds, mais il y en a certains qui sont qu'on appelle fermés, datés, donc il y a une période de souscription, période d'investissement et période de distribution et de cession. Et il y a des fonds qui sont ouverts, perpétuels ou evergreen, ça veut dire grosso modo la même chose, c'est des fonds qui ont une durée de vie de 99 ans et on peut rentrer ou sortir à tout moment de la vie du fonds, selon certaines contraintes par moment, j'y reviendrai par la suite. Voilà un exemple de fonds, pour faire la transition, je parlais de fonds fermés. Là, je vous ai mis la mécanique, le cycle de vie d'un fonds fermé, où en fait, là c'est un exemple avec un appel de tranche unique, donc typiquement comme c'est le cas pour le FCPI Isatis Expansion numéro 10. Si vous souscrivez, vous avez jusqu'au 31 décembre, vous avez un prélèvement unique avant le 31 décembre. Ensuite, nous, on va investir au capital de PME françaises, en moyenne de 10 à 12 investissements au capital d'entreprises françaises. On va investir, on a réglementairement, comme je le disais, jusqu'à 44 mois pour investir. On va essayer de le faire un peu plus rapidement pour optimiser l'argent au travail, pour mettre plus d'argent au travail. Donc, en 2-3 ans, on cherche à finir notre quota d'investissement. Ensuite, on accompagne les entreprises. Et une fois qu'on passe la fin d'indisponibilité fiscale, à la fin de la 5e année, on va mettre des mandats de cession et on va céder nos entreprises. Alors, quelles sont les sources de sortie? Ça peut être une cession qu'on appelle industrielle, donc c'est céder notre entreprise à une autre entreprise du même secteur ou un concurrent ou un secteur d'activité connexe. Donc une entreprise qui aura identifié notre PME comme stratégique pour compléter son dispositif. Et chez Isatis, on fait plus d'une cession sur 2 à des acquéreurs industriels qui sont prêts à payer une prime par rapport à un autre acquéreur financier. Et donc, si on fait des cessions d'entreprise, on vient rendre l'argent, donc le fruit de ces cessions, aux investisseurs au prorata de leur investissement dans le fonds. Donc, sur la durée de vie du fonds, à partir de la 6e année, je peux procéder à des distributions. Je n'attends pas la fin de vie du fonds qui est de 7 ans minimum et de 9 ans maximum pour rendre l'argent. Dès que je fais des cessions, donc à partir de la 6e année, je peux avoir des distributions. Comme on est sur le non-coté, on n'a pas la liquidité qu'il y a sur les marchés cotés en bourse. Donc, on se donne la flexibilité, et ça c'est vrai pour tous les fonds de private equity, de non-coté, on a des prorogations possibles. Donc, très souvent, on a sur les 10-12 investissements, on va avoir une participation, 2 participations qui vont nécessiter un petit peu plus de temps ou de meilleures conditions de marché pour les céder dans de meilleures conditions avec la meilleure valorisation possible. Je vous donne un exemple. L'année 2022, crise du Covid, l'activité est fortement ralentie, ça a un impact sur le chiffre d'affaires, sur les bénéfices de l'entreprise. On peut se dire, on va attendre l'année prochaine pour se refaire une santé avant de mettre un mandat de cession. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de cette flexibilité et de cette prorogation possible pour vendre dans les meilleures conditions de marché possibles. Quoi qu'il en soit, quand on décide de proroger, ici c'est après 7 ans chez Isatis, on arrête de prélever des frais de gestion.
pour pas pénaliser davantage les investisseurs. J'avais juste une petite remarque. On vous demande lors des souscriptions de ces produits un RIB et les clients nous disent mais pourquoi vous avez besoin de mon RIB? Parce que c'est un prélèvement que je mets en place et ainsi de suite. Mais on vous demande le RIB en anticipation et que si vous changez de banque, revenez vers nous pour nous donner votre nouveau RIB parce que au moment des distributions, pour avoir le bon RIB en machine chez nous, on doit fournir à notre partenaire pour qu'il vous rembourse. Ça nous évite de gérer les erreurs. Ce client-là, ce RIB ne marche pas et tout avec. C'est pour ça que de temps en temps, on vous demande des choses par anticipation. Exactement. Et maintenant, je veux vous parler de la mécanique d'un fonds qu'on appelle ouvert, perpétuel, evergreen. C'est des fonds de durée de vie de 99 ans, donc un petit peu inspiré de ce qu'on a l'habitude de voir plutôt sur les OPCVM cotés. Et donc, c'est des fonds qui vont, en tout cas, si je parle du FCPR Isatis Capital Vie Retraite, qui est un fonds ouvert non fiscal, c'est un fonds qui va capitaliser. Donc, c'est pas un fonds qui va procéder à des distributions contrairement au précédent, mais c'est un fonds qui va être toujours ouvert à la souscription pendant 95 ans avant de rentrer en période de liquidation. Donc, on a une valorisation qui va être bimensuelle. Donc, tous les 15 jours, vous pouvez rentrer ou sortir selon votre rythme quand vous le souhaitez, sans frais d'entrée et sans frais de sortie en fonction des conditions des contrats d'assurance vie, ça peut différer. Mais quoi qu'il en soit, quand on dit ouvert, c'est qu'on peut rentrer ou sortir sur la base d'une valorisation ici bimensuelle à tout moment de la vie du fonds. Donc, vous pouvez sur ce type de fonds-là vous dire j'investis tous les ans ou j'investis tous les 6 mois. C'est vraiment ce que permet ce type de fonds. Et le fait de le loger en assurance vie, ça vous permet, ou en épargne retraite. Alors, épargne retraite, on est plus sur une logique long terme, mais sur de l'assurance vie, vous pouvez vous dire, OK, j'embarque sur du long terme. C'est un investissement qui a un horizon de placement recommandé de 8 ans. Mais si demain, vous avez un projet que vous n'aviez pas anticipé ou un besoin de cash que vous n'aviez pas anticipé, vous pouvez quand même avoir accès à vos liquidités, à cet investissement. Vous pouvez procéder à un rachat et être réglé en numéraire à la prochaine valorisation. Ça, c'est possible, contrairement au fonds précédent qui est un fonds fermé pour lequel vous êtes vraiment bloqué et il faut attendre la distribution du fonds. Donc, c'est vraiment un fonds qui vit au rythme des investissements et des nouveaux cessions et on ajuste l'investissement dans les nouvelles entreprises au fur et à mesure de la collecte qu'on réalise en assurance vie et en épargne retraite. Si c'est clair, je vous propose de passer maintenant plus à la présentation de nos produits qui sont sur cette base-là. Donc, juste une question, le fonds est valorisé tous les 15 jours alors? Exactement. Alors, pour les fonds perpétuels, au minimum, c'est tous les 15 jours pour permettre sous 1 mois maximum les rachats dans le cadre des assurances vie. Il y a certaines sociétés qui ont même des valorisations hebdomadaires. Voilà, ça peut être hebdomadaire, ça peut être bimensuel, ça va dépendre des sociétés. En tout cas, chez nous, c'est bimensuel. Donc, si vous souscrivez maintenant, on est le 21. Si vous faites un ordre d'achat sur le fonds ou un versement sur votre contrat d'assurance vie, ce sera à la prochaine VL de fin du mois de novembre. Donc, on souscrit sur la prochaine valeur inconnue. Alors, la gamme ici, Isatis Expansion, c'est une gamme de fonds communs de placement dans l'innovation, donc FCPI. Les deux éléments principaux qui nous différencient des autres acteurs, c'est qu'on investit au capital on privilégie les entreprises qui ne sont pas cotées en bourse, contrairement à certains acteurs qui vont faire soit que du coté en bourse, soit un mixte de coté et de non coté. Nous, on peut être amené à le faire réglementairement, on a le droit, mais on va vraiment privilégier le non coté. Et sur les derniers millésimes, c'est que du non coté qu'on a en portefeuille. Ça, c'est le premier point. Donc, c'est des fonds qui vont avoir une valorisation qui va être beaucoup moins volatile donc de semestre en semestre, puisqu'ici, on valorise tous les semestres, qu'un fonds qui va être coté en bourse
puisqu'on est sujet aux aléas des marchés boursiers court terme. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que, comme je le disais précédemment, notre philosophie chez Isatis, c'est qu'on n'investit que dans des sociétés qui sont déjà rentables au moment de l'investissement. Donc, on n'accompagne pas de start-up. Même si on est au travers des FCPI, ce sont des sociétés qui sont innovantes, certes, mais qui sont déjà établies, déjà rentables et en phase de croissance et de développement. Je dis pas que c'est pas bien de faire des startups ou de faire du coté. Hein. Je dis que c'est complémentaire. Si vous faites déjà du FCPI avec des fonds cotés ou des FCPI avec de l'amorçage de startup, eh bien cette solution-là peut être complémentaire à ce que vous faites ou ce que vous avez fait par le passé. Alors, tu parlais de contraintes fiscales, Nicolas. Oui, j'ai une petite question. Comment comme c'est des valeurs non cotées, comment vous donnez une valorisation aussi bien dans le FCPR que dans le FCPI? Comment vous donnez une valorisation à peu près juste de vos encours, enfin de vos fonds, la valeur liquidative? Alors, on va calculer nos valeurs liquidatives de manière trimestrielle. Elle va être ensuite auditée de manière semestrielle pour le cas du FCPI. Donc, tous les 6 mois, il y a un vrai gros travail de valorisation qui s'arrête à la fin du mois de novembre. Donc là, les équipes sont en plein dedans aujourd'hui, en ce moment. Et pareil au 31 mai. Donc, en tout cas, si je parle du FCPI, il y a 2 gros séances de travail pour valoriser les entreprises. Comment on valorise par an? Comment on valorise les entreprises? Donc, on suit des normes internationales qui sont les normes de l'IPEV, c'est International Private Equity Evaluation, qui définissent un cadre. Et en fait, au moment de l'investissement, on va définir une méthodologie d'investissement pour valoriser, une méthodologie de valorisation qui peut être basée, par exemple, sur un multiple de bénéfices. Et tout au long de la vie de l'investissement, on va devoir utiliser la même méthodologie. Et donc, quand on a des comptes arrêtés avec les bénéfices à la fin de l'année ou de manière semestrielle, qui vont être documentés et audités par les commissaires aux comptes, on doit utiliser la même méthode de valorisation qu'on avait utilisée à l'entrée, sur la base des métriques, des chiffres d'affaires ou des bénéfices selon la méthodologie définie à l'entrée. Donc, tant qu'on n'a pas de changement de business model de l'entreprise, on va utiliser la même méthodologie. Voilà comment on valorise. Et ensuite, dans le cadre d'un fonds qui est ouvert et qui a une valorisation qui est bimensuelle, eh bien, on peut être amené, donc, comme je le disais, on calcule, on fait des calculs trimestriels de la valorisation, elle est auditée 2 fois par an, mais entre-temps, on peut être amené à revaloriser à la hausse ou à la baisse si on a des éléments qui justifient. Typiquement, je vous donne 1 ou 2 exemples. C'est pas juste si le dirigeant nous dit ouais, je vais faire une super bonne année, tu vas voir, ça va être vachement bien. C'est pas pour ça qu'on va valoriser et revaloriser à la hausse. C'est si jamais on a des documents, si on a facturé un nouveau client qu'on n'avait pas anticipé dans le budget et donc qu'on va finir au-delà du budget, là c'est documenté, on peut être amené à revaloriser à la hausse parce qu'on sait qu'on va arriver au-dessus du budget, par exemple. Ça, c'est un exemple. Ou si on sait qu'on va céder l'entreprise à horizon 6 mois, par exemple, quand on rentre en phase de discussion avec un acquéreur potentiel, eh bien, plus nous, on va essayer d'être plutôt conservateur dans la manière dont on valorise par rapport au prix potentiel de cession. Et si, par exemple, on négocie avec un acquéreur industriel qui est prêt à payer, qui nous fait une offre plus importante que la valorisation qu'on a dans nos comptes, plus on va se rapprocher de la date de signature et de closing final avec cet acquéreur industriel, plus on va se rapprocher petit à petit de cette valorisation qui est la vraie valorisation marché. Voilà comment on va faire. Et donc, pour tous les 15, on ne va pas forcément revaloriser tous les 15 jours, mais dès qu'on a un élément comme une cession ou des chiffres documentés qui le justifient, on peut revaloriser à la hausse ou à la baisse. Donc, je vous propose de passer maintenant sur les détails techniques du FCPI. Comme je disais, pour avoir plus précédemment, pour avoir les 25% de réduction d'impôt, il faut être investi à hauteur de 100%. Nous, on a fait le choix d'être investi à hauteur de 92% pour plusieurs raisons. Et 92% multiplié par 25%, c'est ce qui donne les 23% de réduction
de l'impôt appliqué sur votre investissement. Donc, vous avez dans le tableau ce que ça représente pour l'investissement maximum pour une personne seule et pour un couple. Sachant que ces réductions-là rentrent dans le cadre du plafonnement des niches fiscales qui est à hauteur de 10 000 euros. Alors, pourquoi on ne s'est pas mis à 100%? Pour deux raisons. La raison principale, c'est que si pour une raison X ou Y, on investit dans une société qui n'obtient pas le label innovant de la BPI France, on est hors quota réglementaire et on peut mettre en risque l'avantage fiscal de nos investisseurs qui nous ont fait confiance. Donc, on préfère garder une marge de manœuvre. C'est pour ça qu'on n'est pas investi à 100%. Donc là, on a une petite marge de manœuvre supplémentaire. Et le second sujet, c'est que ça nous permet aussi d'avoir 8% de cash, donc on est un petit peu moins investi. Ça nous permet aussi de payer les frais de gestion, une partie des frais de gestion les premières années, sans avoir à mettre du levier supplémentaire, parce qu'un fonds, réglementairement, peut s'endetter à hauteur de 10% de son actif. Et certaines sociétés peuvent faire ça pour aller se payer en frais de gestion les premières années, tant qu'on n'a pas fait de cession. Donc, on préfère ne pas mettre de risques supplémentaires sur un investissement qui comporte déjà des risques. Et c'est pour ça qu'on préfère garder aussi une poche de cash à ce niveau-là. Et ensuite, à la sortie, comme pour tous les FCPI, on a une exonération des plus-values. Comme je disais, après la 5e année, il faut bien avoir en tête que vous êtes bloqué pendant la durée de vie du fonds, qui est de 7 ans minimum, 9 ans maximum. Si vous s'étiez racheté avant ça, c'est des conditions que je vous souhaite pas. Les seules conditions de sortie possibles, c'est décès, invalidité au rang 3 de la Sécu ou licenciement. Sinon, vous devez attendre les distributions du fonds pour récupérer une partie de votre capital. Et évidemment, c'est un fonds risqué qui présente des risques de perte en capital et de liquidité. Il n'y a aucune garantie sur les performances du fonds. En complément de ça, c'est la réduction d'impôt qui est affichée là, donc 25% du quota de PME éligible pour les FCPI, est cumulable avec 25% de réduction de PME sur les FIP, cumulable avec les FIP Corse, cumulable avec les FIP Outre-mer, dans la limite du plafond des niches fiscales, parce que si un couple fait 4 fois 24 000 euros à 25%, ça lui explose le plafond des niches fiscales. Donc, donc tous les produits sont cumulables, et c'est même cumulable avec d'autres produits de type groupement forestier, de type PME, Loi Madelin ou Sofica. Tout ça, ça reste dans le même plafond, et n'oubliez pas de prendre en compte dans votre plafond des niches fiscales vos autres réductions, Pinel, Nounou, ces réductions-là, dans le plafond des niches fiscales. Je te laisse. Ouais. Donc ici, je vous présente notre track record depuis 2013. Donc c'est la date d'indépendance du groupe BNP. On a liquidé là les 2 premiers millésimes. Vous voyez le premier tableau en vert, FCPI 2013 et 2014. On a liquidé avec une très belle plus-value, puisqu'on finit. Si vous regardez la troisième colonne en partant de la droite, c'est les performances avant l'avantage fiscal net de tout frais de gestion. Donc, on clôture à 26,9 et 36,8 avant même l'avantage fiscal. Et évidemment, si on réintègre l'avantage fiscal, vous avez encore davantage de performance. C'est le passé, comme le Nicolas l'a très bien dit en introduction, le passé ne présage pas du futur. Et ensuite, dans les fonds actifs, ce que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est la colonne VL, donc c'est la valorisation, la 3e colonne en partant de la gauche, VL, c'est la valeur liquidative résiduelle, et la colonne suivante, c'est les distributions. Donc c'est le fonds qui est aujourd'hui en la première ligne, qui est un fil d'ailleurs, de 2015, il arrive en période de prorogation, il est à 8 ans, mais il a déjà rendu sur les 100 euros de valeur nominale, il a déjà rendu aux investisseurs 128,42 euros. Donc, même si on est en phase de prorogation et qu'on est en attente de céder, il nous reste 2 participations en portefeuille pour lesquelles on a des mandats, l'investisseur n'est déjà plus en risque puisqu'il a récupéré déjà 128,42 euros sur ces 100 euros investis. Et si on cède les entreprises qui nous restent, les 2 entreprises, selon la valorisation qu'on a dans nos books aujourd'hui, on pourra faire une dernière distribution de 19,19 € à nos investisseurs.
Et si tel est le cas, ça fera une performance de 47,6% avant l'avantage fiscal. Voilà comment il faut lire ce tableau. Et sur les fonds qui sont plus récents, les numéros 9, 8, 7, 6, eh bien, c'est des fonds qui subissent ce qu'on appelle la période de courbe en J, en non coté, où en fait, lorsqu'on investit au capital des sociétés non cotées, on va alourdir leur bilan, on va investir si c'est une boîte de logiciels, dans du recrutement de développeurs, on va investir dans la mise en place de nouveaux outils, comme je le disais précédemment, on va faire appel à des boîtes de conseil en transformation digitale. Donc, tout ça, on va vraiment investir et ça va mettre 2-3 ans avant que tout ça se matérialise en retour sur investissement. Donc, en fait, mécaniquement, votre valeur liquidative, elle va baisser les premières années avant de repasser dans le positif et de remonter c'est vraiment que sur les dernières années que toute la performance se fait dans les fonds de private equity. Et ça, c'est amplifié par les frais de gestion qui sont supportés par le fonds. En moyenne, c'est des fonds qui supportent, vous pouvez vous référer aux documents d'investisseurs d'informations clés. En moyenne, l'impact, c'est en moyenne de 2,8%. Le coût annuel sur la performance. Donc ça vient creuser effectivement les premières années, ces frais-là, ça vient creuser davantage la performance puisqu'on parle ici de net pour l'investisseur. Et comme on le dit très souvent, le private equity, il y a des bons millésimes, il y en a des moins bons. Le tout, c'est d'investir chaque année et de diversifier. C'est quand même la règle de base de l'investissement. Donc, il y a des bons millésimes, il y en a des un peu moins bons. C'est comme ça dans le private equity. Alors d'habitude, c'est moi qui l'ai fait cette phrase-là. Ah, c'est vrai? Désolé, je t'ai coupé l'herbe sous le pied. Bon, quand vous investissez dans le private equity, investissez moins mais régulièrement. Déjà, diversifiez vos investissements sur les différentes sociétés de gestion qui existent et c'est pour ça que j'en présente plusieurs et Isatis c'est une excellente performance passée, même si les performances passées, préjugeant rien, mais de bonnes performances et de bonnes perspectives. Et surtout d'investir en augmentant d'année en année parce que au bout de 6-7 ans, quand vous allez avoir les premiers remboursements, ça vous permettra de réinvestir ces investissements-là et d'augmenter votre réduction d'impôt ou vous allez financer dans les 6-7 ans, vous allez financer votre réduction d'impôt sans plus avoir d'argent à sortir. Donc c'est une mécanique qui revient comme ça. Je te laisse la suite. Ouais, exactement. J'avance un petit peu, voilà pour ce que je voulais dire pour les FCPI. Donc, en conclusion rapide, parce qu'il nous reste une dizaine de minutes que je vous parle de notre fonds et quelques exemples. On en a déjà pas mal parlé, mais c'est de la diversification du patrimoine, c'est du non-coté, c'est des PME françaises innovantes et potentiel de gain, mais en contrepartie, période de blocage, 7 ans minimum, 9 ans maximum, donc jusqu'à fin 2030 ou 2032 en cas de prorogation, risque de perte en capital, de liquidité, et une VL, comme on le disait, qui est calculée tous les 6 mois. Hop. Je vous propose maintenant de passer au fonds Isatis Capital Vie et Retraite. Vie et Retraite, pourquoi? Parce que c'est un fonds qu'on a créé exclusivement pour l'assurance vie et l'épargne retraite, et c'était un fonds précurseur, puisque c'est pour ça qu'on dit pionnier dans la démocratisation du private equity, parce qu'on a été le tout premier FCPR perpétuel à être référencé dans les contrats d'assurance vie en unité de compte. Et ça, c'était le 31 mai 2017. Donc, on a déjà un track record de plus de 6 ans et 4 mois. Et on a un très large référencement chez plus de 20 assureurs et plateformes en France et également au Luxembourg. C'est un fonds perpétuel, comme je le disais, valorisation bimensuelle, comme on l'a déjà dit, qui assure sa propre liquidité. Et ça, c'est une spécificité de ce fonds-là. C'est un des seuls, si ce n'est le seul, à ma connaissance, sur le marché, qui soit un FCPR par nature non coté illiquide, qui va lui-même assurer de la liquidité et vous permettre de vous rembourser en numéraire, donc en cash, entre guillemets, 3 jours après la date de prochaine valorisation. Et je vous expliquerai comment on apporte de la liquidité là-dessus, sur ce fonds. Et c'est un fonds qu'on a voulu accessible, donc on n'a pas de minimum de notre côté. Ça dépend des contrats d'assurance vie à partir de 500, 1000 euros, 5000 euros. Ça dépend des contrats des assureurs ou des plans d'épargne retraite. Et il y a même certains assureurs chez qui on n'a pas d'avenant
pour lequel on peut même faire du versement programmé sur les plans d'épargne retraite. Alors, la stratégie de ce fonds-là, c'est un fonds qui est principalement investi en private equity, en non coté, à hauteur de 60%. Ça, c'est une allocation cible qui peut évoluer dans le temps, comme c'est un fonds perpétuel, qui joue de ses investissements, de la collecte, des cessions. Aujourd'hui, on est investi à 62-63% de non coté. Donc, c'est un fonds qui est bien investi en non coté. C'est toute la philosophie d'investissement que je vous ai présentée précédemment. Et derrière, on a voulu un fonds qui apporte sa propre liquidité. Donc, on est allé chercher une poche d'actifs liquides pour résoudre la contrainte de liquidité que les assureurs ont. C'est quand même un sujet important en ces temps, le sujet de la liquidité. On n'allait pas avoir 40% de cash pur, de liquidité pure. Donc, on est allé chercher un second relais de croissance, un second moteur de performance pour le fonds, qui soit dans la logique de philosophie du non-coté. Donc, on est allé chercher des ETI européennes, plutôt des valeurs de croissance. Donc, nous, si je raisonne d'un point de vue boursier, j'ai mon micro-cap illiquide qui est géré par mes 60% de private equity. Et derrière, je vais chercher dans la continuité toujours des entreprises de croissance, mais de plus grande valorisation, donc des ETI, au travers de fonds small et mid-cap européennes cotés en bourse. Voilà la logique de construction du fonds. Il faut voir ça comme un fonds, si je dois schématiser. C'est un fonds action, croissance, non coté principalement et également coté pour avoir une source de liquidité supplémentaire si besoin et un second moteur de performance. Et en conclusion sur ce fonds-là, donc malheureusement, j'ai pas énormément de temps, donc j'avance là-dessus, mais vous pourrez accéder à nos reportings. Ils sont en ligne sur notre site internet et sur celui de Bourse Direct. On a les reportings complètement transparents. Vous verrez la poche, toutes les 18 participations non cotées qui sont au portefeuille, et vous verrez les 11 OPCVM cotés qui sont également au portefeuille avec toute leur allocation, leur pondération. Et c'est un fonds qui se comporte bien depuis ça c'est la dernière valorisation bimensuelle au 15 novembre. On est à 36% de performance nette pour l'investisseur. Alors, je précise, c'est net de frais de gestion, net de frais de la société de gestion. Nicolas, c'est brut de frais du contrat d'assurance, puisque nous, ça dépend pas de nous, ça dépend de l'assureur. Donc, il faut ajouter, selon les contrats, dans les 1%, quelque chose comme ça. 0,70 chez Bourse Direct. Voilà, 0,70. 0,65 même maintenant. 65. Okay. Donc, c'est brut de ces 0,65 de frais de contrat, avec une volatilité qui est certes existante, puisqu'on a une poche d'actifs cotés en bourse, mais qui reste maîtrisée, inférieure à 7% sur 5 ans glissants. Donc, on a un couple rendement-risque assez intéressant. Et on a une échelle de risque en 3 dans la classification PRIPS SRI. Évidemment, on le rappelle encore une fois, si c'est pas écrit assez gros, que le passé présage pas du futur. On a eu un impact, comme vous voyez en 22, vous voyez la baisse, c'est principalement dû à la poche d'actifs cotés en bourse sur les small et les mid cap. Il y a eu un certain désamour ces dernières années qui a été accentué plus récemment par l'effet de remontée des taux, qui ont davantage d'impact sur les valeurs de croissance. Donc ça a pesé fortement sur la poche cotée. Donc clairement, depuis la création du fonds, ça a eu un impact fort. Aujourd'hui, la poche, conjoncturellement, la poche cotée en bourse nous pénalise. En revanche, on reste persuadé du potentiel à long terme des small et des mid-cap cotés. C'est des valeurs qui, sur très long terme, ont tendance à surperformer les grandes capitalisations. Donc la performance qu'on voit ici, aujourd'hui, elle est principalement liée à la très bonne performance de nos participations non cotées, donc de nos PME françaises. Et je vous propose de finaliser, de conclure avec 3 exemples de PME qu'on accompagne dans les 3 thématiques d'investissement, assez significatives de ce qu'on fait chez Isatis. La première, c'est Pitchy. Pitchy, c'est une société qui est dans le digital et qui est spécialisée dans l'édition de logiciels pour la création et le montage de vidéos. C'est un petit peu le do-it-yourself de la création et du montage vidéo. Donc, c'est une solution logicielle qui permet à des entreprises qui n'ont pas de compétences en interne pour faire du montage vidéo, d'aller de la captation vidéo du smartphone jusqu'au post sur les réseaux sociaux, de vous accompagner dans la création de contenu
de manière automatisée et complètement guidée. Et donc cette société-là, on a investi, c'est le tout dernier investissement réalisé par nos équipes en juillet, un des derniers investissements réalisés en juillet 2023. Société qui a tout juste 10 ans, qui est donc du logiciel SaaS, sous fonctionnement d'abonnement mensuel. Et c'est une société qui a aujourd'hui plus de 1000 clients, qui a été précurseur sur son domaine, qui est leader en Europe, et qu'on va accompagner. Aujourd'hui, les 1000 clients, c'est principalement des très grands comptes, donc des clients par exemple du CAC 40, ou des très grandes entreprises également non cotées. Et notre investissement en capital va permettre de renforcer les équipes commerciales pour aller attaquer des entreprises plutôt de taille intermédiaire, mais pour également aller s'internationaliser. Donc ça va commencer notamment par les pays limitrophes européens, puis s'étendre à l'Europe. Ça va nous permettre aussi d'investir davantage dans l'intelligence artificielle. Donc, on va venir rajouter des briques d'IA dans cet outil. Voilà un premier exemple. Second exemple, Sagitta Pharma. Là, maintenant, ça n'a rien à voir. C'est dans le secteur de la santé. Sagitta Pharma, c'est une centrale d'achat et grossiste répartiteur pour les pharmaciens. C'est une société qui a été créée en 2009 par Jérôme et Thomas, d'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné là, mais c'est deux frères qui étaient pharmaciens qui ont créé une solution innovante pour d'autres pharmaciens. Alors, ils font beaucoup de choses dans ce groupe-là, mais notamment, il y a un exemple que j'aime bien prendre, c'est qu'ils proposent aux pharmaciens d'assurer le stock pour eux sur certaines gammes de produits par pharmacie, par exemple, en contrepartie d'un engagement, d'un abonnement. Et ça, c'est une proposition qui marche très bien et qui est complètement innovante par rapport aux acteurs traditionnels de la distribution de produits pharmacie et parapharmacie. Quand on est rentré au capital, il y a à peu près, c'était en mars 2021, on avait l'agrément pour distribuer dans 10 départements. Je ne sais pas si c'est la crise du Covid qui a accéléré les choses, mais aujourd'hui, on a 40 nouveaux départements, donc on se déploie dans 50 départements. On a plus de 1400 pharmacies clientes sur les 22 000 existantes en France, donc on a encore un potentiel très important. Et ça, c'est un bel exemple de société en très forte croissance organique. Donc, société, elle fait de 20 à 25% de croissance annuelle sur son chiffre d'affaires ces 5 dernières années. Donc là, on arrive sur cette année un budget proche des 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est un bel exemple de PME qu'on accompagne dans sa structuration de PME à entreprise de taille intermédiaire. Et pour conclure, un dernier exemple, plutôt là dans l'industrie, Enersion, c'est une société qui est spécialisée dans le génie climatique et énergétique, donc qui aide les entreprises des clients publics, industriels ou tertiaires à améliorer et à réduire leur consommation énergétique quand ils travaillent sur ce type de projet avec les clients. Ils arrivent à réduire la facture énergétique de 10 à 15%. Ça, c'est une société qui fait dans les 15-16 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui est basée proche de Lyon. Et qui aujourd'hui se développe aussi sur une autre activité qui est l'installation de stations qu'on appelle GNV-GNC, c'est le gaz naturel vert et le gaz naturel compressé. Donc, vous voyez, c'est pour notamment les véhicules lourds de transport public ou les véhicules, les gros camions de transport. Je te remercie, Louis. Merci pour cette présentation. J'ai essayé de répondre aux questions et de t'interroger au fil du temps lors de ce webinaire. Si vous avez 2-3 questions que vous avez envie de poser, allez-y. Mais on est à votre écoute. Sinon, vous n'hésitez pas à nous téléphoner pour service épargne pour vous accompagner sur la souscription de ce produit-là. Et souscription qui se fait chez Bourse Direct tout en ligne et sans frais de souscription. Donc, il n'y a aucun frais de souscription sur Isatis 10 et puis et sur l'ensemble de notre gamme de produits réduisant vos impôts. Donc, il est 19h57. On a réussi à tenir les délais.
brillant exposé, oui, je te remercie beaucoup. Ah, c'est bon, je vois pas de questions Non. complémentaires. Merci, un grand merci Ouais, à voilà, tout le monde j'ai pour. anticipé. On a une question, quels sont les tickets d'entrée? Ah C'est oui, minimum 1000 euros ou 500? exactement, c'est à 1000 partir euros. de 1000 euros. Voilà. Jusqu'à 12, Alors, jusqu'à 20. ça, c'est pour le FCPI à partir de 1000 euros, effectivement. Et sur l'assurance vie et l'épargne retraite, ça dépend des assureurs. Mais c'est souvent autour des 500 ou 1000 euros. Voilà. Et donc, et sans frais d'entrée, je répète. Bah, écoutez, on vous remercie tous. 19h58, on vous souhaite un très bon dîner, une bonne soirée. Merci à tous. Merci Louis. Merci à tous pour votre attention. Très bonne soirée. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.